TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Le recensement électoral dans la zone 2 a démarré ce samedi. Nous ferons le constat à Atakpamé, dans la région des Plateaux, où le maire de la commune et d'autres cadres de la localité donnent l'exemple et appellent à la mobilisation. Un film français en lice, un film Peul, plutôt en lice, pour la Palme d'Or au Festival de Cannes en France. Ramata Toulaïsi, l'une des 7 femmes cinéastes en compétition cette année, et Benjamin de la Croisette, propose de vivre la bataille pour l'émancipation d'une femme forte. Et puis au Sénégal, le Sénégal qui est champion d'Afrique de football des moins de 17 ans. Une bataille entre Lionceaux et ceux de l'Atlas qui a tourné donc en faveur des Sénégalais pour la première fois de leur histoire. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. 2 audiences à la primature cette semaine. Victoire Toméga Dogbe a reçu la nouvelle représentante résidente du PNUD au Togo, Binta Sané. Les 2 personnalités ont fait le tour d'horizon de la coopération entre leurs 2 partis. La chef du gouvernement a également reçu le responsable de la Société de l'Ouest Afrique francophone, Emmanuel Gadré, qui est allé informer de l'inauguration de son nouveau local au Togo. La synthèse de ces activités avec Yasmine Kodjia. Binta Sané, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Togo, a été la première personnalité reçue par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Au centre des échanges, le développement de la coopération, les priorités de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Madame le Premier ministre, au fait, a été très magnanime. Elle a pris son temps pour me dérouler les 3 axes de la feuille de route. Les 3 axes cadrent parfaitement avec notre plan cadre de développement, de coopération pour le PNUD, ce qui s'appelle le CPD, celui qui va finir fin décembre 2023, mais aussi le nouveau que nous venons d'élaborer qui sera approuvé prochainement avec le conseil d'administration du PNUD en septembre. Donc, nos priorités sont alignées et nous avons discuté de long en large sur peut-être pour nous, au PNUD, les 3 axes aussi, ce qui est la gouvernance, la croissance inclusive, mais aussi tout ce qui est développement à la base et l'environnement et changement climatique. Je lui ai confirmé aussi l'engagement de PNUD de continuer à œuvrer à côté du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route. Après la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo, les sujets phares abordés par Madame le Premier ministre et Emmanuel Gadré, responsable de la Société des l'Ouest Afrique francophone, ont été les clés de la réussite en matière économique. L'inauguration des nouveaux locaux de la société. Ma lecture récente de la presse avait attiré mon attention sur un certain nombre de sujets qui, en général, étaient les clés de la réussite en matière économique, puisque le pays s'est engagé assez fortement en matière d'investissement dans le capital physique à travers l'extension du terminal container du port de Lomé, dans le capital énergétique à travers la société togolaise de manganèse, mais également récemment le décret en faveur de la construction d'une centrale solaire, et puis également tout ce qui concerne évidemment le capital humain. Et avec Madame la Première ministre, on a fait un tour de l'actualité économique. Et donc tous ces éléments, pour nous, sont en général des éléments qui concourent au succès d'un programme et d'une politique économique. Et donc on voit ça évidemment d'un très bon œil pour le pays, et on soutient l'action du gouvernement. Deloitte Afrique francophone intervient dans le métier d'audit, de la gestion des risques de conseil financier et autres dans 19 pays d'Afrique francophone. Le programme des Nations Unies pour le développement a remis vendredi au gouvernement togolais son rapport 2021-2022 sur le développement humain.
Il en ressort des avancées pour le Togo qui notamment se classe en termes de développement humain, deuxième dans l'espace UEMOA, derrière la Côte d'Ivoire. Les grandes lignes du rapport dans ce sujet de Ekwe Salah. La cérémonie a été présidée par Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Selon le document présenté, le Togo a fait un progrès notable malgré le recul mondial dû au sentiment d'incertitude et d'insécurité provoqué par la crise sanitaire, les conflits en Europe et les menaces climatiques. En effet, le rapport révèle que le Togo a gagné 5 places avec un indice de développement humain passant de 0,515 en 2019-2020 à 0,539 en 2021-2022. Le pays se classe au plan mondial au 162e rang sur 191 contre 167e au dernier rapport. Il occupe le 2e rang des pays de l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire, 159e. Le revenu national brut a aussi connu une hausse remarquable, passant de 1 602 $ en 2019-2020 à 2 167 $ en 2021-2022. Le Togo a également enregistré des performances en matière d'amélioration de la qualité de vie des populations. L'espérance de vie à la naissance étant passée de 61 ans en 2019-2020 à 61,6 ans en 2021-2022. Pour Binta Sané, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, cette avancée du Togo s'explique par les efforts fournis par le pays dans le domaine des infrastructures de base et les réformes économiques. Les données indiquent que depuis 1990, l'IDH du Togo a régulièrement progressé, et ceci grâce aux investissements du gouvernement dans la réalisation d'infrastructures sociales de base, dans la lutte contre la pauvreté, les réformes économiques en faveur de l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de politiques publiques plus orientées vers les populations togolaises. Pour garder le cap, le rapport recommande de mettre en œuvre des politiques axées sur l'investissement dans le secteur des énergies renouvelables, l'assurance notamment, la protection sociale et l'innovation technologique. Le Togo a d'ailleurs anticipé sur les recommandations du rapport à travers les projets prioritaires inscrits dans la feuille de route gouvernementale, dans laquelle figurent en bonne place l'harmonie et l'inclusion sociale, la transformation structurelle de l'économie et la consolidation de la paix. La représentante résidente du PNUD a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le Togo sur la voie du développement et à renforcer la coopération avec le pays. Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, s'est d'abord félicitée de la qualité du partenariat entre le Togo et le système des Nations Unies. Elle a salué les performances du Togo en matière de développement humain avec une progression constante des indices ces dernières années. Elle a relevé l'engagement du gouvernement dans la promotion des services sociaux de base sous le leadership du président de la République, Faure Eswazimnanya Singbe. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage au président de la République pour son leadership éclairé, son implication personnelle dans l'orientation et le pilotage stratégique des actions de développement de notre pays en général et bien sûr pour sa politique de renforcement du capital humain en particulier. Pour Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, ces performances encouragent le Togo à maintenir le cap de la mobilisation des ressources et poursuivre les efforts afin de relever les défis de développement. Elle a lancé un appel à tous les acteurs au développement à faire un bon usage du rapport en analysant profondément les constats, enseignements et recommandations afin d'orienter les politiques et stratégies de développement. Le rapport sur le développement humain publié depuis 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement est l'une des contributions phares de l'institution au débat sur la problématique de développement dans le monde. Le document dresse à travers un thème central l'état des lieux des dimensions multisectorielles en mettant en lumière les défis qui entravent le développement humain durable. Et le Togo qui reste attractif, ces opportunités d'affaires ont été présentées à des investisseurs américains. C'était en une réunion, mercredi, réunion en ligne. Elle a été animée, cette réunion, par la cellule de mise en œuvre du compact du Millennium Challenge Corporation Togo. Gisèle Kozona pour le détail.
Dans le contexte de la formulation du programme compact du Togo, la cellule chargée de son élaboration CMC Togo, en collaboration avec la Millennium Challenge Corporation, MCC Togo et l'US Development Finance Corporation, USDFC, ont co-organisé le 17 mai 2023 une réunion en ligne pour présenter aux investisseurs de la Chambre de commerce des États-Unis les opportunités d'investissement sur les projets de la feuille de route Togo 2025 et sur le programme Compact. Cette session, qui a rassemblé plus de 200 participants, a permis aux investisseurs de prendre connaissance du mécanisme de partenariat de l'American Catalyst Facility for Development, ACFD, un outil de financement mis en place par la Société financière internationale pour le développement des États-Unis d'Amérique, USDFC, afin de permettre aux investisseurs privés de financer des projets de développement. Après le mot de bienvenue du directeur exécutif du Centre d'affaires des États-Unis pour l'Afrique, Dr Guevara Yao, la section a été ouverte par la ministre de la Promotion des investissements de la République togolaise, Madame Rose Kaimi-Vedor. Dans son allocution, elle a rappelé que l'accélération de la croissance économique est une priorité pour le gouvernement qui s'est doté d'une feuille de route claire avec 36 projets et 6 réformes prioritaires à mettre en œuvre d'ici 2025. Elle a ensuite rappelé la mission du ministère de la Promotion des investissements qui est de mettre en œuvre des actions de promotion économique, d'attraction des investissements et de facilitation du parcours investisseur au Togo. La session a permis de présenter l'USDFC, une institution de financement du développement du gouvernement américain établie en 2018 qui mobilise les capitaux du secteur privé américain pour financer les entreprises du secteur privé des pays en voie de développement et le Fonds catalyseur américain pour le développement ACFD. Une plateforme officielle destinée à optimiser et à organiser la collaboration entre la MCC et l'USDFC dans le but de mobiliser le secteur privé et maximiser globalement les conséquences des efforts de développement du gouvernement américain. La troisième présentation a porté sur une introduction au programme compact de la MCC du Togo et des opportunités d'investissement concernant les différents projets et priorités de la feuille de route gouvernementale par M. Stéphane Kobie Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et coordonnateur national du programme compact du Togo. Selon ses propos, le Togo bénéficie d'une position géostratégique exceptionnelle et demeure une ouverture privilégiée sur le marché ouest-africain de 300 millions d'habitants. La feuille de route estimée à 6 milliards US dollars offre des opportunités d'investissement dans des projets à fort impact jusqu'à 52% du portefeuille disponible pour le secteur privé américain. Une session de questions-réponses a permis à l'auditoire de mieux apprécier les outils mis en place par le gouvernement pour faciliter l'investissement dans le pays. Ce samedi 20 mai 2023 marquait le démarrage du recensement électoral dans la zone 2 au Togo, à Takpamé, dans la région des plateaux notamment. Les centres d'enrôlement ont connu de la mobilisation en ce premier jour. Constat sur place avec Sylvain Aboudou, notre correspondant local. Le jour de l'opération du recensement à Atapamé dans les plateaux pour le compte de la zone 2. À l'ouverture donc des centres, chacun s'active pour obtenir sa carte pour au finish accomplir son devoir civique et citoyen. Le cas de Adjoa Célestine qui, après avoir franchi toutes les étapes, brandit ce qu'elle attendait. C'est bon pour tout le monde de venir faire sa carte. Je suis satisfait ce matin que j'ai eu ma carte. Avec la première journée, on voit vraiment que la population est motivée. Nous sommes vraiment contents de la sortie de la population. C'est dire que tout est mis en place pour l'opérationnalisation de ce recensement dans la zone 2. Et à travers cette opération, chacun et chacune veulent servir d'exemple. J'étais impatiente d'obtenir ce précieux sésame, la carte d'électeur, qui est déterminante
dans l'ensemble du processus électoral. La carte électorale est à la fois un outil, un droit, mais aussi un pouvoir pour l'électeur. C'était important pour nous de nous acquitter de ce devoir qui est aussi partisan que citoyen. Et donc nous sommes venus à l'ouverture des bureaux, nous avons constaté que tout fonctionne bien et nous sommes heureuses d'avoir en main donc, notre carte d'électeur délivrée au premier jour du recensement dans la zone 2. C'est très important pour les prochaines élections surtout. Ça s'est bien passé et déjà très tôt on voit qu'il y a l'engouement autour des bureaux, autour des CRV et nous, notre devoir c'est de les encourager. Beaucoup se sont donc prêtés à cet exercice ce premier jour du démarrage de cette opération. Le cas du ministre de la Communication qui s'est déplacé dans sa zone pour jouer sa partition. Je suis venu consacrer mon devoir de citoyen, me faire enrôler, me faire recenser pour pouvoir servir d'exemple à tous nos compatriotes qui sont en âge de voter notamment, pour que ces derniers viennent exercer ce devoir civique, ce devoir citoyen. Donc c'est le lieu de continuer à appeler les uns les autres à se déplacer massivement vers les différents CRV pour se faire enrôler. Il y va de leur capacité à participer à la construction de notre pays. Ensemble avec les autres cadres du milieu, ils ont sillonné certains centres pour s'enquérir des dispositifs mis en place pour s'assurer du bon fonctionnement de l'opération. Le constat est plutôt satisfaisant. Tous les CRV qui sont identifiés sont opérationnels. Les différents agents sont à pied d'œuvre. La population s'est déplacée, c'est beaucoup de satisfaction, mais il faut continuer à mobiliser les uns les autres à ce qu'ils puissent se rendre dans les différents centres d'enrôlement. Démarrée ce samedi 20 mai 2023, cette opération de recensement dans la zone 2 se poursuit jusqu'au 27 mai. Une opération pour permettre à l'État de disposer d'un nouveau fichier pour les prochaines élections. Et l'on continue de prier pour la réussite du processus électoral. Le mouvement des femmes unir a demandé une messe à Neho pour remercier Dieu pour le bon déroulement de la première phase de ce recensement justement et pour la suite. Voyons cela avec Edwige Atakba Bassadi et Carmen Madjé Akapo. Une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur de l'excellent déroulement du recensement dans le Grand Lomé et la région maritime. Les femmes du mouvement pour unir ont également exprimé leur reconnaissance envers Dieu pour le succès de cette opération. On est venu rendre grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a tout d'abord permis à ce que le recensement se passe dans la paix. Vous savez, la paix est une valeur très très importante au Togo et toutes les contrées de notre pays n'ont pas cette chance de vivre dans cette paix. L'enrôlement, qui a duré plus d'une semaine, a mobilisé activement chaque membre du mouvement des femmes pour unir. En marge de la messe, le MFU a réuni ses membres autour de la thématique de la dynamique et de la cohésion d'action. L'objectif est d'identifier les forces et faiblesses afin d'orienter au mieux les actions futures. On a voulu garder cette fièvre-là qui nous anime et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Pas parce que tout ce qu'on a fait était bien, mais pour voir où on en était, pour voir ce qu'on doit faire dans le futur pour améliorer les choses. Surtout que nous avons des échéances électorales qui nous attendent. Donc nous avons voulu aujourd'hui revigorer ces femmes-là, leur donner un nouveau dynamisme pour qu'elles repartent sur le terrain pour pouvoir encore mieux travailler pour les élections futures. La cohésion, la paix, la sécurité nationale et le vivre ensemble sont des valeurs chères au président du parti UNIR, Foriso Zimnanya Singbe. Ce sont également des valeurs que les femmes du mouvement pour unir entretiennent afin d'accompagner la politique du chef de l'État qui vise à faire du Togo une nation unie et prospère. Les femmes du mouvement pour unir témoignent ainsi leur engagement en faveur de l'unité nationale et de la prospérité du pays. Régionales, législatives et présidentielles, les états-majors des partis justement se remobilisent et s'organisent, ils affûtent leurs armes. L'Alliance socialiste Santé du Peuple était ce samedi
en congrès statutaire, thème changement paisible et réussi au Togo. Les débats étaient ouverts pour évaluer le chemin parcouru et définir les nouvelles orientations de ce parti au fin d'atteindre ses objectifs d'un parti qui célèbre 10 ans d'existence. Compte rendu, Arnold Kilio. Après une analyse sociopolitique qui prévaut dans le pays, l'Alliance socialiste santé du peuple ouvre le débat du 3e congrès statutaire sur le thème « Changement paisible et réussi au Togo ». Sur la question, le Parti santé du peuple s'interroge sur les voies à suivre pour trouver des solutions durables à la paix et la cohésion sociale. Depuis des années, il y a une crise de confiance profonde entre les acteurs politiques, notamment entre ceux qui sont au pouvoir et les partis de l'opposition. Nous pensons aujourd'hui que c'est important de penser à un changement paisible et réussi. Ensemble, nous allons réfléchir au niveau du parti pour voir si d'abord il peut exister une voie pour aller donc à ce changement. S'agissant des élections régionales et législatives à venir, le Parti santé du peuple ne souhaite pas manquer l'occasion. Les élections législatives relèvent d'une contrainte constitutionnelle. Vous savez que dans notre loi fondamentale, il nous est fait obligation d'organiser les élections législatives suivant une périodicité. Ce qui est évident, nous allons participer aux élections. À l'ouverture du congrès, le président national Georges Koissan a eu une pensée pieuse envers les victimes des attaques terroristes au nord du pays. Il a appelé à une synergie d'action de la classe politique togolaise pour lutter contre le phénomène. Et hors du Togo, en Afrique du Sud, une fillette de 3 ans attire l'attention grâce à sa mère. Elle lirait mieux que 81% des écoliers de son pays qui ont 3 fois son âge. Regardons. À 3 ans, cette petite fille de Soweto lirait mieux que 81% des enfants sud-africains en fin de primaire, selon un rapport mondial sur l'alphabétisation qui classe la nation arc-en-ciel au dernier rang des 57 pays étudiés. Letukutula Bengu, déjà une star sur TikTok, a bluffé la chaîne américaine pour enfants Nickelodeon, qui l'a désigné plus jeune kidfluenceur de l'année. C'est maman qui m'a appris à lire. Pour le père de Letou, c'est avant tout aux parents d'assurer l'éducation de leurs enfants car l'apprentissage va au-delà des bancs de l'école. Les leçons apprises en classe doivent être intégrées et améliorées une fois à la maison. Je pense que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école maternelle, il y a une idée reçue selon laquelle les enseignants doivent faire tout le travail. Et c'est pourquoi les enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, ne cimentent pas les connaissances qu'ils ont acquises à l'école. Les parents doivent donc prendre les choses en main. Selon un rapport d'Amnesty International publié en 2020, le système éducatif sud-africain, caractérisé par des infrastructures délabrées, des classes surchargées et des résultats scolaires relativement médiocres, perpétue les inégalités et abandonnerait un grand nombre d'enfants. Nous avons un nombre important d'élèves en première, deuxième et troisième année qui n'apprennent pas à lire efficacement. C'est un problème de pédagogie des enseignants, c'est un problème de programme. Nous devons donc nous y attaquer systématiquement et reconnaître qu'un bon nombre des pratiques utilisées par les enseignants ne fonctionnent pas. La ministre de l'Éducation, Andy Moso-Tchekpa, a en partie imputé à la pandémie de Covid-19 la responsabilité des résultats décevants de l'étude internationale. Pour pallier cette crise, des associations telles que Nali Bali, une initiative nationale qui promeut l'alphabétisation, vise à stimuler les enfants par la lecture. Et l'expérience devrait inspirer plus d'un au Togo. Pendant que les filles font autant de prouesses, la progéniture mâle, pour certains, reste seule valable, comme dans cette histoire mise en film et en lice pour le festival, en lice pour la Palme d'Or, donc au Festival de Cannes en France. C'est l'œuvre d'une jeune réalisatrice franco-sénégalaise, entièrement en langue peul. Elle emmène dans le monde d'une femme en quête d'émancipation et aussi d'une descendance mâle à son mari. Regardons. Ramatatou Laïsi savoure l'honneur réservé à Banel et Adama au Festival de Cannes. Son premier long métrage est en lice pour la Palme d'Or sous pavillon sénégalais. La Benjamine de la compétition signe le portrait fort d'une femme en quête d'émancipation. Une histoire universelle tournée en langue peul avec des acteurs non professionnels dans la région rurale du Fouta au Sénégal. Adama,
Daranam. Lawol Portugal. Surtout tan baden a ande. Evitani ɗum de. C'était donc ce film en lice au Festival de Cannes. La 7e promotion des étudiants de l'École internationale d'aviation a reçu ce samedi son diplôme à Lomé. Ils sont au nombre de 160 et nous faisons vivre les temps forts de cette cérémonie avec Gisèle Kozona. C'est un moment de pur bonheur pour ces jeunes qui ont atteint la fin de leur cursus scolaire. Au cours de cet événement, 5 promotions ont reçu leur diplôme, marquant ainsi la fin de leur parcours d'études. Grâce à ce précieux document, les diplômés ayant choisi l'option traitement cargo ou administration de voyage sont désormais prêts à embrasser la vie professionnelle dans le domaine de l'aviation. Ça s'est très bien passé. Mon projet, celui qui me tient plus à cœur, c'est d'ouvrir moi-même un jour, pas une agence de voyage, mais une compagnie aérienne. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir mon diplôme, je suis très émue. Premièrement, c'était une passion qui est maintenant devenue une réalité. Donc du coup, mon projet dans l'avenir, c'est aller poursuivre mes études au Canada. Après le diplôme, il y a plein d'ouvertures. Ça dépend de ce que toi, tu es parti apprendre en fait. Dans mon cas, j'ai la possibilité d'être hôtesse de l'air, d'être agent comptoir, de faire les billets dans les agences de voyage. Je remercie Dieu le Tout-Puissant et puis je prie le Tout-Puissant Dieu qu'il nous mène vers des chemins, vers un avenir meilleur, pour que ce diplôme-là puisse demain nous apporter quelque chose de bien. Pour l'école, cette remise de diplôme a couronné une année entière de travail acharné de la part des récipiendaires. L'École internationale d'aviation offre à ses diplômés des opportunités de stage afin de renforcer leur compétitivité sur le marché de l'emploi. C'est une réussite pour nous. Nous sommes là aujourd'hui, notre fierté, pour dire à la population togolaise que l'école d'aviation est toujours vivante. Nous allons continuer. Il y a agents de voyage et de tourisme qui regroupent beaucoup de domaines, billetterie, tourisme, hôtesse d'accueil, réceptionniste à l'hôtel. Ensuite, nous avons le traitement de cargo avec shipping management. Ça veut dire que c'est 2 filières combinées. Alors, les étudiants sortis peuvent devenir des déclarants en douane, des agents manutentionnaires, et ils peuvent travailler avec les compagnies aériennes, sociétés togolaises de hand DH et DHL, et voir la création de leur propre entreprise. Cette école internationale d'aviation a déjà formé des élites du domaine depuis 16 ans, ce qui témoigne de son engagement à fournir une éducation de qualité et à préparer ses étudiants à une carrière réussie dans l'industrie aéronautique. Et hier, vendredi, à Lomé se tenait le 10e congrès du Symbank, le syndicat des employés et cadres des banques et établissements financiers et des assurances. À l'issue de ce congrès était attendu un nouveau bureau et de nouveaux engagements. L'ouverture du congrès avec Atakba Bassabi Edwige et Carmen Madji Akapo. Après plus de 8 ans d'activité, le bureau du syndicat des employés et cadres des banques, établissements financiers et assurances se réunit pour son 10e congrès. L'objectif principal de cet événement est de présenter le bilan financier du mandat qui s'achève, d'effectuer des analyses approfondies, de formuler des suggestions et même des critiques constructives afin de consolider les règles de fonctionnement de l'organisation syndicale. Le bilan, je peux dire que c'est positif, puisque depuis que le Symbank existe, c'est mon mandat qui a fait que nous avons un siège aujourd'hui. Et c'est là où nous tenons le 10e congrès. C'est déjà un bon bilan. Placé sous le thème de la digitalisation des processus, défis et opportunités pour l'emploi et la rentabilité des entreprises, ce congrès revêt une importance capitale. Pendant 2 jours, les congressistes auront pour mission d'identifier les opportunités et les défis liés à la digitalisation.
L'objectif ultime est de relever les défis qui se posent et de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleuses et travailleurs. Nous avons parlé de la digitalisation et nous avons vu qu'au Togo, le pays n'est pas couvert. Par rapport aux autres pays de la sous-région, on est à 30% de bancarisation et les compagnies d'assurance c'est à 20%. Nous sommes vraiment en retard. Et nous voulons que la digitalisation arrive au Togo pour que dans les contrées, tous les Togolais soient concernés. Ce congrès constitue une plateforme essentielle pour favoriser le dialogue et l'échange d'idées au sein de la corporation. Les participants auront l'occasion de discuter des implications de la digitalisation sur l'emploi et la rentabilité des entreprises, ainsi que de formuler des recommandations concrètes pour relever ces défis. Sport football pour achever ce journal. Le Sénégal bat le Maroc et remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. C'était hier vendredi au stade Nelson Mandela en Algérie. Le fil de cette nouvelle victoire footballistique sénégalaise dans le sujet qui suit. Le Sénégal a remporté la première CAN des moins de 17 ans de son histoire en battant vendredi le Maroc 2-1 au stade Nelson Mandela à Alger. Les Lionceaux de la Teranga ont pourtant été menés jusqu'à la 80e minute de jeu. C'est une très grande fierté parce que c'était un objectif qu'on s'était fixé depuis le début, avant même le début de la compétition quand on était au Sénégal. Et aujourd'hui, avoir atteint cet objectif, c'est une fierté. Et nous sommes très contents. Le match n'a pas été difficile. Nous avons affronté un adversaire fort qui est le Sénégal. Vous devez faire attention face à ce genre d'équipe. Il était difficile d'atteindre le niveau que nous avons atteint en finale. N'importe quelle équipe en phase de groupe espère atteindre la finale. L'organisation était à la hauteur. Beaucoup de sympathie de nos frères algériens. Ils nous soutenaient. Nous avons réalisé le rêve que nous avions, à savoir arriver en finale et nous qualifier pour la Coupe du Monde. Les 4 demi-finalistes de cette CAN, le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et le Mali, défendront les couleurs de l'Afrique au cours de la prochaine Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour vous servir à 22h30, Abidé Niassingbe. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Pour ma part, je vous dis au revoir et à demain, 20h.